Je m'appelle Claire Pierce Whitmore. J'avais 31 ans. J'étais ergothérapeute en pédiatrie et enceinte lorsque mon mari m'a poussée dans les escaliers. Parce qu'il disait que je mentais au sujet de notre bébé. Je me souviens d'avoir été allongé au bas de cet escalier. Une main pressée contre mon abdomen et l'autre coincée sous moi. Au-dessus de moi, mon frère aîné, Nalin, applaudissait. Pas nerveusement, pas parce qu'il était sous le choc. Il a regardé directement Grant et a applaudi comme si mon mari avait enfin fait quelque chose que tous les autres attendaient. Ma mère parlait déjà à la répartitrice des urgences. Elle leur a dit que j'avais manqué une marche. Mon père se tenait derrière elle, silencieux. Alors même qu'il avait vu Grant poser ses deux mains sur moi. Grant est resté en haut de l'escalier. Elle est toujours dramatique, a-t-il dit. Je l'ai à peine touché. J'ai essayé de dire à ma mère qu'il m'avait poussé. Elle a baissé le téléphone juste assez longtemps pour me mettre en garde de ne pas aggraver la situation. C'est à ce moment-là que j'ai compris quelque chose de bien plus effrayant que la douleur qui se propageait dans mon corps. Toute ma famille avait déjà choisi sa version. Je ne savais toujours pas si mon bébé était vivant. Mais une autre question avait commencé à se former sous la peur. Pourquoi 4 personnes étaient-elles prêtes à nier ce dont elles venaient d'être témoins? La réponse impliquait un prénom signé. Une entreprise familiale en faillite et un enregistrement de sécurité que mon frère croyait avoir effacé. Avant de vous ramener à ce qui nous a conduit à cet escalier. Si vous pensez que les gens méritent que leur vérité soit entendue, même lorsque leur propre famille tente de les faire taire, abonnez-vous à la chaîne. Activez la cloche de notification et aimez cette vidéo. Cela aide des histoires comme la mienne à atteindre des personnes qui pourraient avoir besoin qu'on leur rappelle que le silence n'est pas la paix. Pour comprendre pourquoi tout le monde dans cette maison a protégé Grant, nous devons revenir 20 minutes avant la chute. Avant l'ambulance et avant que je ne découvre exactement quelle avait toujours été ma place dans la famille. La réunion a commencé à ma table à manger. Grant était assis à une extrémité avec un dossier ouvert devant lui. Nalin était assis à côté de lui. Ma mère, Hélène, avait apporté son propre stylo, comme si ma signature était déjà garantie. Mon père, Robert, est resté près de la fenêtre. Les documents concernaient Pierce & Whitmore Rénovation. L'entreprise que Grant et Nalin possédaient ensemble. Selon eux, un problème temporaire de trésorerie avait retardé plusieurs projets. Ils avaient besoin d'un nouveau financement pour maintenir leurs équipes au travail jusqu'à ce que les factures en souffrance soient payées. La garantie figurant dans les documents était ma maison de ville. Grant a poussé le dossier vers moi. C'est un pré-relais, a-t-il dit. 6 mois tout au plus. J'ai regardé la page où mon nom avait été marqué d'un onglet jaune. La maison était le seul bien substantiel que je possédais. Signer la placerait derrière une entreprise dont ni Grant ni Nalin ne m'avaient permis d'examiner les dossiers financiers. Je ne signe rien ce soir. Nalin s'est renversé en arrière et a poussé un court rire. C'est pour ça qu'on a fait venir maman et papa. On savait que tu transformerais ça en crise. Ma mère a posé sa main sur le dossier. Personne ne te demande de donner ta maison. Claire. Les employés de ton frère ont des familles. Grant essaie de les protéger. C'était sa façon de parler chaque fois que Nalin avait besoin de quelque chose. Ses problèmes devenaient des urgences familiales. Mes inquiétudes devenaient la preuve que j'étais égoïste. Le visage de Grant est resté calme, mais j'ai reconnu la raideur autour de sa bouche. Nous en avons discuté, a-t-il dit. Tu m'as dit que l'entreprise avait besoin d'aide. Tu ne m'as jamais dit que tu prévoyais d'utiliser ma maison. Notre maison? Mon nom est sur le titre de propriété. La pièce est devenue silencieuse. Grant a jeté un coup d'œil à Nalin. Cela n'a duré qu'une seconde, mais quelque chose est passé entre eux. Une entente qui existait avant que j'entre dans la pièce. J'ai fermé le dossier. J'ai besoin de stabilité maintenant. Je ne risque pas la maison. Ma mère a expiré brusquement. Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire? J'avais prévu de le dire à Grant en privé.
J'avais imaginé un moment calme, même après tout ce qui allait mal entre nous. Mais l'échographie se trouvait dans mon sac à main. Et chaque personne à cette table exigeait une raison qu'elle jugerait suffisamment valable pour me laisser dire non. J'ai ouvert mon sac et j'en ai sorti l'enveloppe. Je suis enceinte. Mon père s'est enfin détourné de la fenêtre. Nalin a arrêté de sourire. Ma mère a fixé l'enveloppe, mais Grant ne l'a pas regardée. Ses yeux sont restés fixés sur moi. Ce n'est pas possible. J'avais rendez-vous ce matin. J'ai sorti l'échographie et je l'ai placée à côté des documents de prêt. Grant a regardé la petite image. Pendant une seconde désespérée, j'ai attendu que son expression change. Cela ne s'est pas produit. Tu t'attends à ce qu'on croie que ça s'est passé aujourd'hui, a-t-il demandé. Le rendez-vous a eu lieu aujourd'hui. Je l'ai su avant cela et tu as attendu que nous ayons besoin de ta signature. Ma gorge s'est serrée. Cela n'a rien à voir avec ton prêt. Cela a tout à voir avec ça. Nalin a ramassé l'impression par un coin. Ça peut s'imprimer n'importe où. Je la lui ai arrachée des mains. Il y a mon nom et les informations de la clinique dessus. L'attention de ma mère est passée de Grant à moi. Elle aurait pu arrêter ce qui se passait avec une seule phrase honnête. Au lieu de cela, elle a demandé pourquoi j'avais caché la grossesse à mon mari. J'avais besoin d'une confirmation médicale avant de le dire à qui que ce soit. Grant s'est levé. Non. Tu avais besoin de quelque chose d'assez dramatique pour que tout le monde arrête de te poser des questions. J'ai repoussé ma chaise. Je ne vais pas discuter de ça pendant que tu me traites de menteuse. J'ai remis l'échographie dans son enveloppe et j'ai laissé les documents de prêt sur la table. Notre pièce à vivre principale se trouvait au-dessus du niveau de l'entrée. Pour atteindre la porte d'entrée, je devais descendre l'escalier qui menait du palier de la salle à manger au hall d'entrée. Grant m'a suivi. J'ai entendu ma mère lui dire de rester calme. Elle ne lui a pas dit de me laisser tranquille. J'ai atteint la première marche avant qu'il ne se place devant moi. Signe les papiers. Non. Tu ne vas pas détruire tout ce que Nalin et moi avons construit parce que tu as soudainement décidé d'inventer une grossesse. J'ai serré l'enveloppe contre ma poitrine. Je n'ai pas besoin que tu me croies. Pousse-toi. Son expression a changé. La maîtrise prudente a disparu, laissant place à quelque de froid et de méprisant en dessous. Si tu ne fais que prétendre, a-t-il dit, cela ne fera pas de mal au bébé. Pendant un moment, je n'ai pas compris ce qu'il voulait dire. Puis Grant a posé ses deux mains sur mes épaules et m'a poussé. Mes talons ont glissé sur le bord de la marche. J'ai tendu la main vers la rampe, mais mes doigts se sont refermés sur du vide. L'enveloppe a quitté ma main. J'ai heurté la première marche avec le côté du corps, puis la suivante avec l'épaule. Le couloir tournoyait par fragments, du bois, un mur blanc, le plafonnier. L'échographie qui voltigeait à côté de moi. Quand je me suis arrêté, j'étais tout en bas. Il n'y a eu aucun son pendant une seconde suspendue. Puis Nalin a applaudi. 3 applaudissements lents. Ma mère a octé, mais ses yeux se sont d'abord portés sur Grant. Mon père a agrippé la rampe et m'a fixé. Grant a descendu plusieurs marches. Claire, ne me touche pas, ma voix est sortie plus faible que je ne le voulais. J'ai pressé ma paume contre mon abdomen. La douleur me lançait dans la tête, dans le dos et sur un côté du corps. Mais je cherchais quelque chose de plus effrayant. Un signe qui me dirait si la vie en moi avait survécu. Nalin est venu sur le palier. Maintenant, elle aura une vraie raison de se plaindre. Mon père a grincé des dents à ces mots, mais n'a toujours rien dit. Appeler une ambulance, ai-je murmuré. Ma mère a enfin attrapé son téléphone. Grant s'est accroupi à quelques mètres. Tu as perdu l'équilibre. Tu m'as poussé. J'ai essayé de te rattraper. Non, tu m'as poussé. Ma mère s'est détournée au moment où la répartitrice répondait. Ma fille est tombée dans les escaliers, a-t-elle dit. Je l'ai fixée. Dis-leur ce qu'il a fait. Elle a couvert le téléphone de sa main. Arrête d'envenimer la situation. Il m'a poussé. Grant était contrarié.
Tout le monde était contrarié. Cela ne veut pas dire qu'il a essayé de te faire du mal. Mon père avait observé chaque mouvement. Je l'ai regardé, attendant qu'il le dise. Il a baissé les yeux. Au moment où les ambulanciers sont arrivés, l'histoire avait déjà été répétée. Grant a dit que j'avais reculé pendant une dispute. Nalin a dit que Grant avait essayé de me rattraper. Ma mère a soutenu que personne ne m'avait touché délibérément. Mon père a prétendu n'avoir pas vu le moment exact de ma chute. 4 versions construites autour du même mensonge. Alors que les ambulanciers me soulevaient sur le brancard, l'un d'eux a demandé si je pouvais être enceinte. Oui, ai-je dit. Grant a répondu depuis derrière lui. Elle n'a annoncé ça que ce soir. Nous ne savons pas si c'est vrai. L'ambulancier a regardé Grant, puis moi. C'est vrai, ai-je dit, et il m'a poussé. Ma mère a soupiré comme si je l'avais embarrassée. Les portes d'entrée se sont refermées derrière le brancard. À travers l'étroite ouverture. J'ai vu l'enveloppe d'échographie abîmée qui gisait près de la dernière marche. Tandis que les documents de prêt non signés restaient à l'étage sur la table. Puis les portes de l'ambulance se sont fermées et j'ai été séparé d'eux tous. Mais je ne savais toujours pas si j'avais réussi à protéger mon bébé ou si Grant m'avait enlevé ce choix. À l'intérieur de l'ambulance. Un ambulancier a fixé une minerve autour de mon cou pendant qu'un autre vérifiait ma tension artérielle. Où avez-vous le plus mal? Je voulais lui donner une réponse claire, mais la douleur semblait se propager partout. Ma tête me lançait. Mon épaule me brûlait. Chaque mouvement envoyait un autre élancement dans mon côté. Mon bébé, ai-je dit, s'il vous plaît, vérifiez mon bébé. Nous allons vous faire examiner dès notre arrivée. Grant est apparu entre les portes ouvertes de l'ambulance. Je suis son mari. Je monte avec elle. Mon corps a réagi avant mon esprit. Mes mains se sont serrées sur la couverture. Non. L'ambulancier m'a regardé. Vous ne voulez pas de lui dans l'ambulance? Non. Il m'a poussé. L'expression de Grant s'est durcie. Elle s'est cogné la tête. Elle est confuse. Je ne suis pas confuse. L'ambulancier s'est interposé entre nous et a tiré les portes pour les fermer. Le visage de Grant a disparu. Et pour la première fois depuis le début de la réunion. Quelqu'un avait accepté ma réponse sans demander à ma famille de la confirmer. À l'hôpital, une infirmière m'a séparé de tous ceux qui avaient suivi l'ambulance. Elle a demandé à Grant et à mes parents de rester dans la salle d'attente pendant que l'équipe médicale m'examinait. Lorsqu'elle a tiré le rideau, elle a baissé la voix. Vous sentez-vous en sécurité de rentrer chez vous avec votre mari? Non. Est-ce lui qui a causé vos blessures? Oui. Le dire en privé était différent de le crier du bas de l'escalier. Il n'y avait personne pour m'interrompre ou soupirer comme si ma douleur était gênante. Il m'a poussé des 2 mains. J'ai dit que mon frère et mes parents l'avaient vu. L'infirmière a documenté chaque mot. L'examen a établi que j'avais une commotion cérébrale et de multiples contusions dues à la chute. Les médecins se sont montrés prudents lorsqu'ils ont évoqué la grossesse. Ils m'ont dit qu'ils avaient besoin d'imagerie et d'une surveillance continue avant de pouvoir me rassurer pleinement. J'étais allongé seul sous la lumière de la salle d'examen, la main posée sur mon abdomen. Grant avait qualifié la grossesse de fausse parce que l'accepter l'aurait obligé à admettre que je pouvais prendre une décision qu'il ne contrôlait pas. Maintenant, j'étais terrorisé à l'idée qu'il ait pu transformer son accusation en réalité. Lorsque la technicienne en échographie a enfin tourné l'écran vers moi, j'avais peur de regarder. Puis j'ai vu un mouvement. Un médecin a confirmé que la grossesse restait viable. Il y avait toujours un rythme cardiaque. Le soulagement m'a traversé si rapidement que je me suis mis à trembler. Cela ne ressemblait pas à de la joie. C'était comme être autorisé à respirer après avoir cru que j'avais déjà pris mon dernier souffle. Le médecin m'a averti que la survie à ce moment-là n'éliminait pas les risques créés par la chute. J'aurais besoin d'une observation continue et d'un suivi prénatal étroit. Je l'ai remercié plusieurs fois. Bien qu'elle n'ait pas causé le battement de cœur et ne puisse promettre qu'il continuerait.
Quelques minutes plus tard, ma mère a commencé à m'appeler. Comme je ne répondais pas, elle m'a envoyé un message, le bébé va bien. S'il te plaît, ne transforme pas un terrible malentendu en quelque chose qui détruit tout le monde. Elle avait appris que la grossesse était réelle. Pourtant, sa première préoccupation était toujours de protéger Grant. Nalin a publié ensuite dans le groupe de discussion familiale. Grant a paniqué. Tu as reculé. Arrête de changer ce qui s'est passé. Mon père n'a rien envoyé. Le message de Grant est arrivé en dernier. Je suis soulagé que vous alliez bien toutes les deux. Viens à la maison pour qu'on puisse parler. Sans que des gens de l'extérieur n'aggravent les choses. Pas un seul d'entre eux n'a demandé à quel point j'étais blessé. Aucun n'a reconnu la poussée. Ils avaient déjà transformé la survie du bébé en preuve que rien de grave ne s'était produit. L'assistante sociale de l'hôpital est arrivée avant minuit. Elle m'a expliqué mes options sans me dire laquelle je devais choisir. Elle pouvait m'aider à contacter la police, demander une protection d'urgence, organiser une sortie sécurisée et conserver la documentation médicale. J'ai fixé les messages sur mon téléphone. Pendant la majeure partie de ma vie, j'avais cru que les décisions ne devenaient légitimes que lorsque tout le monde convenait qu'elles étaient raisonnables. Cette croyance m'avait maintenu au bas d'un escalier pendant que 4 personnes débattaient pour savoir si j'avais le droit de décrire comment j'y étais arrivé. Je veux que mes blessures soient documentées, ai-je dit. Et je ne veux pas que mon mari sache où je vais. Avez-vous quelqu'un de confiance à contacter? J'ai pensé à June Park. Grant n'avait jamais aimé June. Il la disait moralisatrice parce qu'elle posait des questions qu'il préférait me voir éviter. Au cours des 2 années précédentes, j'avais répondu à moins de ses appels et refusé la plupart de ses invitations. Mais elle n'avait jamais cessé de prendre de mes nouvelles. Je lui ai envoyé un message, je suis à l'hôpital. Peux-tu venir? Elle a répondu avant que l'écran ne s'éteigne, je pars maintenant. June est arrivée en pantalon de survêtement sous un manteau d'hiver. Les cheveux attachés comme si elle s'était habillée en courant vers la porte. Elle n'a pas demandé pourquoi je l'avais ignorée pendant des mois. Elle n'a pas exigé d'explication. Elle s'est approchée du lit, a regardé les contusions qui commençaient à s'assombrir le long de mon bras, et a dit: dis-moi ce dont tu as besoin. Je ne peux pas rentrer chez moi. Alors tu viens avec moi. Grant pourrait. Il ne saura pas où tu es à moins que tu ne le lui dises. Il n'y a pas eu de discours sur ce que j'aurais dû faire plus tôt. Aucune question sur les raisons de ma présence prolongée. June me faisait simplement de la place. Je suis resté en observation jusqu'à l'après-midi suivant. Avant ma sortie, le personnel de l'hôpital a photographié mes blessures et enregistré ma déclaration. J'ai accepté de parler à une enquêtrice. Mais la commotion cérébrale rendait un interrogatoire prolongé difficile. Une entrevue formelle a été programmée après que je me fus reposé. Grant a attendu dans le hall public pendant une partie de la nuit. Lorsque le personnel a refusé de le laisser me voir, il a laissé des messages accusant l'hôpital d'ingérence dans notre mariage. Ma mère a appelé June après avoir découvert qu'elle m'avait récupéré. June m'a tendu le téléphone sans répondre. C'est toi qui décides. J'ai laissé l'appel aller sur la messagerie vocale. Ce petit choix m'a effrayé plus qu'il n'aurait dû. Dans l'appartement de June, elle a transformé son bureau à domicile en chambre temporaire. Elle a placé de l'eau à côté du lit, m'a aidé à organiser mes médicaments et m'a montré comment verrouiller la porte intérieure. Cette gentillesse a failli me briser. J'avais passé des années à croire qu'il était difficile de prendre soin de moi. June rendait la sécurité pratique. Cette première nuit, j'ai à peine dormi. Chaque fois que l'immeuble craquait, j'imaginais Grant dehors. Chaque fois que je fermais les yeux, je sentais l'escalier percuter à nouveau mon corps. Vers l'aube, j'ai ouvert le groupe de discussion familiale. Ma mère avait publié 6 messages. Elle me rappelait que Grant m'avait soutenu après mes fausses couches. Elle disait que les employés de Nalin pourraient perdre leur emploi si je continuais à porter des accusations. Elle affirmait que la tension artérielle de mon père était devenue dangereusement haute à cause du stress.
Au dernier message, j'étais responsable de tout le monde. Nalin m'a envoyé un texto privé, si tu portes plainte. Le prêteur se retire. Si le prêteur se retire, la boîte coule. Maman et papa perdent tout. Signe les papiers et dis à la police que c'est un accident. On pourra tous passer à autre chose. Je l'ai lu 3 fois. Il avait lié mon silence au prêt sans se rendre compte de ce qu'il avait avoué. J'ai enregistré des captures d'écran et les ai transférées sur un compte de messagerie privée. Ensuite, j'ai ouvert notre compte bancaire joint. Le solde était beaucoup plus bas que ce à quoi je m'attendais. Une série de virements avait été effectués vers l'entreprise sur plusieurs mois. Chaque montant était suffisamment petit pour que je les négligeais parmi les dépenses ménagères. Mais ensemble, ils représentaient une portion significative de nos économies. Grant ne me l'avait jamais demandé. J'ai téléchargé tous les relevés auxquels je pouvais accéder. June m'a trouvé assise au comptoir de sa cuisine alors que le soleil se levait. Qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que Grant a transféré notre argent dans l'entreprise. Tu sais combien? Pas encore. Elle s'est assise à côté de moi sans toucher l'ordinateur portable. Qu'est-ce que tu veux faire? C'était une autre question que personne dans ma famille ne posait. Je veux protéger ce qu'il reste. Ce matin-là, j'ai changé les mots de passe de tous les comptes qui n'appartenaient qu'à moi. J'ai contacté la banque et demandé qu'aucun nouveau crédit conjoint ne soit approuvé sans vérification indépendante. J'ai envoyé des copies de l'acte de propriété de la maison de ville, des relevés bancaires, des messages concernant le prêt et du texto de Nalin à l'avocate en droit de la famille recommandée, par l'intermédiaire de l'assistante sociale de l'hôpital. L'avocate a confirmé que Grant ne pouvait pas engager la maison de ville sans mon consentement. Elle m'a également expliqué que je devais agir rapidement si je voulais une ordonnance de protection d'urgence. J'ai failli lui dire que j'avais besoin de plus de temps. Puis je me suis souvenu de Grant debout au-dessus de moi. À la fin de la journée, la demande avait été déposée. Lorsque l'ordonnance a été signifiée à Grant, son ton a changé. Il a cessé de m'ordonner de revenir et a commencé à envoyer des messages prudents sur une réconciliation. Il a décrit la poussée comme une tentative de m'empêcher de tomber. Il a dit que nous étions tous les deux effrayés et que des gens de l'extérieur exagéreraient une dispute qu'il ne comprenait pas. Il n'a pas dit une seule fois qu'il était désolé de m'avoir poussé. Ma mère a adopté la même approche. Nous t'aimons tous, a-t-elle dit dans un message vocal. Mais l'amour exige de l'équité. Grant mérite la chance d'expliquer ce que tu as mal compris. J'avais passé des années à m'expliquer auprès de personnes qui tiraient profit de me comprendre de travers. Pour une fois, j'ai décidé qu'il pouvait rester dans la confusion. 2 jours plus tard, j'ai fait ma déclaration officielle. L'enquêtrice m'a dit que Grant, Nalin, Hélène et Robert avaient tous décrit une chute accidentelle. Leur langage était si similaire que même l'ordre de certains détails correspondait. Ils disent que votre mari a tendu la main vers vous après que vous avez reculé, a-t-elle dit. Ce n'est pas le cas? A-t-il quelqu'un d'autre qui aurait pu voir ce qui s'est passé? Non. La réponse a quitté ma bouche avant que je ne me souvienne de la caméra. 6 mois plus tôt, des outils et de l'argent avaient disparu du bureau de Grant à la maison. Il avait installé une caméra de sécurité intérieure faisant face au palier supérieur et à l'escalier d'entrée. À l'époque, il disait vouloir savoir qui circulait dans la maison lorsque les entrepreneurs allaient et venaient. La caméra m'avait mise mal à l'aise, mais Grant insistait sur le fait qu'elle protégeait nos biens. Il y avait une caméra, ai-je dit. L'attention de l'enquêtrice s'est affinée. Où ça? Au-dessus de l'entrée du salon. Elle faisait face aux escaliers. Qui y avait accès? Grant. Nalin avait un accès administrateur parce que le système couvrait également le matériel de l'entreprise stocké dans notre garage. Elle m'a demandé d'ouvrir l'application de sécurité. La caméra était toujours enregistrée. Mais l'événement correspondant à l'heure de la chute avait disparu. Des enregistrements existaient plus tôt dans l'après-midi et plus tard dans la nuit. La période contenant l'altercation avait été supprimée. Mon estomac s'est noué.
Nalin sait comment fonctionne le système. L'enquêtrice a noté les informations du fournisseur et a dit qu'une demande de conservation serait envoyée immédiatement. Le service conservait les enregistrements sur serveur pendant 30 jours. Mais la récupération des vidéos supprimées n'était pas garantie. Pendant la semaine qui a suivi, j'ai vécu entre les rendez-vous médicaux, les formulaires juridiques et les questions sans réponse. La grossesse se poursuivait. Chaque examen offrait suffisamment de réconfort pour atteindre le suivant. Mais aucune promesse au-delà. Grant a contesté l'ordonnance de protection. Par l'intermédiaire de son avocat. Il soutenait que j'utilisais la grossesse et la chute pour obtenir un moyen de pression sur des biens qui devaient appartenir à nous deux. Nalin a continué à m'envoyer des messages jusqu'à ce que mon avocate me conseille de ne pas répondre. Son ton est passé de la culpabilité à la colère. Tu as toujours voulu me punir parce que je réussissais. Même papa t'a vu reculer. Même lui dit que Grant ne t'a pas poussé. De toute façon, cet enregistrement ne montrerait pas ce que tu crois. De toute façon, je l'ai sauvegardé aussi. Ma mère a commencé à contacter des proches. Elle ne leur a pas dit que Grant m'avait poussé. Elle a dit que j'avais subi un effrayant accident et que je traversais une période de confusion émotionnelle à cause de la grossesse. Des personnes que je connaissais depuis l'enfance m'ont envoyé des messages m'encourageant à me reposer avant de prendre des décisions définitives. Personne n'a demandé pourquoi j'avais besoin d'être protégé de mon mari. June m'a regardé lire ces messages jusqu'à ce que je finisse par retourner le téléphone face contre table. Tu n'as pas à te justifier auprès de tous. Si je ne réponds pas, ils vont la croire. Ils ont déjà décidé quelle version les arrange. Ces mots m'ont fait mal parce qu'ils étaient vrais. J'avais traité le fait d'être cru comme un prix que je pouvais gagner grâce à des explications parfaites. Mais la version de ma mère permettait à chacun de préserver ses relations, ses investissements et l'image de la famille. La mienne exigeait qu'ils admettent ce qui s'était passé. Les faits étaient en compétition avec la convenance. 10 jours après ma déclaration officielle, l'enquêtrice a appelé. Le fournisseur de sécurité avait conservé une copie récupérable de l'événement supprimé sur le serveur. Ces registres d'accès montraient que la séquence avait été supprimée depuis le compte administrateur de Nalin moins d'une heure après le départ de l'ambulance. J'ai demandé si l'enregistrement était clair. Il montre le palier et les escaliers. Est-ce qu'on y voit Grant me toucher? Oui. La pièce a semblé basculer, bien que j'eusse été assise. Pendant des jours, j'avais rejoué la poussée dans ma tête tellement de fois que j'avais commencé à imaginer des trous de mémoire. Peut-être avais-je bougé en premier. Peut-être avait-il voulu m'attraper les épaules. Peut-être que la commotion cérébrale avait déformé quelque chose. L'enregistrement a comblé tous les vides. J'ai été autorisé à le visionner en présence de mon avocate. La femme à l'écran paraissait plus petite que dans mes souvenirs. Elle tenait une enveloppe contre sa poitrine tandis que Grant lui bloquait l'escalier. Nalin se tenait près de la table à manger. Hélène regardait à côté de lui. Robert restait suffisamment près pour tout voir. La caméra a capturé Grant étendant les deux bras. Elle a capturé la force de la poussée. Elle m'a capturé en train de tomber. Puis elle a capturé Nalin s'avançant et applaudissant. On pouvait entendre la voix de ma mère ordonnant à tout le monde de rester calme. Grant a dit que j'avais perdu l'équilibre. Nalin s'est déplacé sous la caméra et a regardé directement vers elle avant que l'enregistrement ne se termine. Je ne l'ai regardé qu'une seule fois. Mon avocate a arrêté la lecture. Est-ce que ça va? Non, ai-je dit, puis après un moment, mais je ne suis pas confuse. Cette nuance a changé quelque chose en moi. La vidéo n'a pas rendu la trahison de ma famille moins douloureuse. Elle m'a juste empêché de continuer à traiter leur trahison comme un malentendu. Les enquêteurs ont obtenu les registres de suppression. Les messages de Nalin et les déclarations initiales de chaque personne présente. Les différences entre ce que la caméra montrait et ce que ma famille avait soutenu n'étaient plus une question d'interprétation.
Grant a été arrêté pour agression. Nalin a fait l'objet d'une enquête pour avoir effacé des preuves et m'avoir mis la pression pour que je modifie ma déclaration. Ma mère a appelé dans les minutes qui ont suivi la nouvelle de l'arrestation de Grant. J'ai répondu parce qu'une partie de moi espérait encore que les preuves la forceraient à devenir honnête. Au lieu de cela, elle a dit, tu as obtenu ce que tu voulais. Je voulais qu'il ne me pousse pas, tu sais très bien ce que je veux dire. Non, maman. Je ne sais pas. La police traite Grant comme un étranger violent. C'est ton mari. Nalin a fait une erreur parce qu'il avait peur pour l'entreprise. Il a applaudi. Il était sous le choc. Il a supprimé l'enregistrement. Il a paniqué. Il m'a dit de mentir. Il nous protégeait tous. Elle était là. Non plus le déni. La justification. De quoi me protégeait-il? Elle est restée silencieuse. J'ai raccroché. La vidéo récupérée a changé la donne juridique. Mais elle a aussi mis en lumière une question que les enquêteurs ne pouvaient pas ignorer. Pourquoi l'altercation s'était-elle produite à côté d'un prêt immobilier non signé? La réponse est apparue par morceaux. Les dossiers du prêteur ont montré que Pierce & Whitmore Rénovation ne traversait pas un retard temporaire. L'entreprise était proche de l'insolvabilité. Elle avait perdu 2 grands contrats et emprunté sur des paiements futurs qui ne sont jamais arrivés. Grant et Nalin avaient besoin de ma maison de ville pour obtenir un financement suffisant afin de continuer à fonctionner. Ma maison de ville. Même après 4 ans de mariage. Le bien restait à mon nom parce que je l'avais acheté avant que Grant et moi ne nous marions. Il pouvait y vivre. Il pouvait contribuer aux dépenses du ménage. Il ne pouvait pas l'utiliser comme garantie sans mon autorisation. Les documents de l'entreprise expliquaient également les virements depuis notre compte joint. Grant avait transféré de l'argent vers l'entreprise à plusieurs reprises, espérant dissimuler chaque retrait jusqu'à ce que le prêt le remplace. Il n'avait pas protégé une entreprise florissante. Il avait caché un effondrement. Hélène était au courant. En tant que comptable informel de l'entreprise, elle avait suivi les comptes en retard, les avis de dette et les pénuries de trésorerie pour les salaires. Elle et mon père avaient déjà investi la majeure partie de leurs économies de retraite accessibles. La défense de Grant par ma mère ne reposait pas sur le fait qu'elle le croyait. Elle reposait sur le fait qu'elle avait besoin qu'il reste innocent suffisamment longtemps pour obtenir ma signature. Je m'assoyais dans le bureau de mon avocate, les copies des dossiers étalées devant moi. Les montants étaient alignés dans de nettes colonnes. Chaque retrait, chaque prêt et chaque retard de paiement semblaient étrangement ordinaires sur le papier. Jusqu'à quel point ma mère était-elle au courant, ai-je demandé. D'après ses courriels, sur presque tout. Un message d'Hélène à Grant l'avertissait que je refuserais si je voyais la situation globale de la dette. Un autre lui conseillait de décrire le prêt comme un soutien opérationnel temporaire. Dans un échange séparé. Nalin se plaignait que je traite la maison de ville comme si elle n'appartenait qu'à moi. Grant a répondu qu'il s'occuperait de moi. Les mots n'étaient pas dramatiques. Cela les rendait pires. Ils avaient discuté de mon jugement, de ma maison et de ma capacité à dire non comme des obstacles à gérer. Je n'avais pas été invité à une réunion de famille. J'avais été convoqué pour approuver une décision qu'ils avaient déjà prise concernant mes biens. La grossesse n'avait pas créé le conflit. Elle leur avait donné une raison qu'ils ne pouvaient pas facilement rejeter pour vouloir de la stabilité. Alors Grant s'en était pris à la grossesse à la place. Lors de mon rendez-vous prénatal suivant, j'ai écouté le cœur de Nora. J'avais commencé à l'appeler Nora en privé après la première échographie de suivi qui suggérait que nous attendions une fille. Je ne l'avais dit ni à Grant ni à ma famille. Ce prénom appartenait à un avenir auquel j'avais encore peur de faire confiance. Le médecin a dit que la grossesse restait stable. J'ai pleuré après son départ de la pièce, non pas parce que quelque chose s'était mal passé, mais parce que pendant plusieurs minutes, rien de mal ne s'était produit. June m'a ramené en voiture. Tu n'as pas besoin d'être brave tous les jours, a-t-elle dit. Je n'essaie pas d'être brave.
Qu'est-ce que tu essaies d'être? Exact. C'était ce qu'était devenu ma vie. Séparer ce qui s'était passé de ce que tout le monde voulait que je l'appelle. L'alliance unie de la famille a commencé à se briser après la récupération de la vidéo. Grant a affirmé que Nalin avait encouragé la pression pour le prêt et supprimé la séquence sans qu'on le lui demande. Nalin a insisté sur le fait que Grant était responsable de l'agression et s'était attendu à ce que tout le monde soutienne la thèse de l'accident. Ma mère a continué à les défendre tous les deux, alors même que chacun tentait de rejeter la responsabilité sur l'autre. Mon père est resté silencieux jusqu'à ce que les enquêteurs demandent une deuxième entrevue. Cette fois, il a admis avoir vu Grant poser ses deux mains sur moi. Il a reconnu que je n'avais pas reculé de moi-même. Il a avoué que ma mère leur avait ordonné de maintenir une seule version cohérente avant l'arrivée de l'ambulance. Les preuves établissaient déjà ce qui s'était passé. La déclaration de mon père n'a pas sauvé l'affaire. Elle a seulement confirmé que son premier mensonge avait été un choix. Il m'a appelé ensuite. J'ai failli laisser l'appel aller sur la messagerie vocale. Claire, a-t-il dit quand j'ai répondu, je leur ai dit la vérité. Je sais. J'aurais dû le leur dire dès le début. Oui. Sa respiration tremblait. J'avais peur que ta mère. Papa. Tu as regardé mon mari me pousser alors que j'étais enceinte. Puis tu l'as aidé à dire que je l'avais imaginé. Je pensais que le bébé allait bien. Tu n'en savais rien. Il n'avait pas de réponse. Je suis désolé, a-t-il dit. Je croyais qu'il était désolé. Cela ne le rendait pas sans danger pour autant. Merci d'avoir corrigé ta déclaration, ai-je dit. Mais je ne peux pas faire comme si cela réparait ce que tu as fait. Je comprends. Pour une fois, il ne m'a pas demandé de le réconforter. Il n'a pas reçu de pardon, mais son aveu l'a séparé du mensonge. Que cela puisse un jour devenir quelque chose de plus était une décision pour un autre moment. Ma mère ne l'a pas suivi. Elle m'a envoyé une lettre accusant les enquêteurs de déchirer la famille. Elle a décrit la violence de Grant comme une seconde d'égarement et la suppression de Nalin comme une réaction effrayée. Elle n'a consacré qu'une seule phrase à mes blessures. Les pages restantes concernaient l'entreprise, l'argent de la retraite perdue et les dommages causés à l'avenir de Nalin. J'ai archivé la lettre avec les autres preuves. Plusieurs semaines plus tard, Hélène a demandé à me rencontrer devant le bureau de mon avocate. June attendait à l'intérieur pendant que je sortais dans le hall. Ma mère paraissait plus petite que dans mes souvenirs. La pression financière et les nuits d'insomnie avaient laissé des rides profondes autour de sa bouche, mais le dossier dans ses mains me disait qu'elle n'était pas venue pour s'excuser. Elle me l'a tendu. Qu'est-ce que c'est? Une déclaration que ton avocate pourrait soumettre. Elle ne dit pas que Grant ne t'a jamais touché. Elle dit seulement que tu ne penses pas qu'il ait eu l'intention de te faire du mal. Gravement. Je pense qu'il avait l'intention de me faire du mal. Il était en colère. Il m'a poussé dans un escalier et le bébé a survécu. Les mots sont tombés avec plus de force que je ne l'espérais. Alors cela rend la chose acceptable? Je dis que le résultat compte. Cela t'importait avant que tu ne saches quel en serait le résultat. Tu as quand même menti. Sa prise s'est durcie sur le dossier. Si Grant est condamné, l'entreprise est finie. Nalin pourrait perdre sa licence. Ton père et moi n'avons aucun moyen de récupérer notre investissement. Tu savais que l'entreprise coulait. Nous croyions que le prêt leur donnerait du temps. Vous croyez que ma maison leur donnerait du temps. Nous sommes ta famille. Vous étiez ma famille quand j'étais allongé au bas de cet escalier. Son expression s'est durcie. Tu as toujours su comment te poser en victime. Pendant la majeure partie de ma vie, cette phrase m'aurait poussé à passer en revue chaque décision que j'avais prise, en essayant d'identifier l'égoïsme qu'elle voyait si clairement. Cette fois, j'ai regardé le dossier et j'ai compris qu'il contenait le rôle qu'elle s'attendait toujours à me voir jouer. Si je signais, la violence de Grant deviendrait du stress. Les applaudissements de Nalin deviendraient du choc. Son mensonge deviendrait de la protection.
Le silence de mon père deviendrait de la confusion. Tout le monde serait autorisé à rester celui qu'il croyait être. Tout le monde sauf moi. Je ne signe pas, pense à ce que tu fais. J'y pense enfin. Nalin est ton frère. Et j'étais sa sœur. Elle m'a fixé pendant plusieurs secondes. Si tu nous tournes le dos maintenant. Ne t'attends pas à revenir quand tu réaliseras ce que tu as détruit. Je n'ai pas créé la dette. Je n'ai poussé personne. Je n'ai pas effacé l'enregistrement et je n'ai pas menti à la police. Tu pourrais encore arrêter tout ça. Non, je pourrais seulement vous aider à le cacher. J'ai ouvert la porte du bureau. Ma mère a appelé mon prénom, mais je ne me suis pas retourné. C'est le moment où j'ai cessé d'être la conciliatrice de la famille. Aucun verdict n'avait été rendu. La grossesse était encore incertaine. Mon mariage et mes finances n'étaient pas réglés. Mais j'avais pris la seule décision qu'aucun d'entre eux ne pouvait inverser. Je ne les protégerai pas des conséquences de m'avoir fait du mal. Une fois qu'Hélène a compris cela, les alliances restantes se sont effondrées rapidement. L'avocat de Grant a cessé de décrire l'enregistrement comme ambigu. La vidéo, la documentation médicale, l'historique des suppressions. Les messages et les déclarations contradictoires des témoins formaient un récit continu. Grant a finalement accepté un jugement pour crime d'agression. Le tribunal a imposé une peine d'emprisonnement, maintenu les mesures de protection et lui a interdit tout contact privé direct avec moi. Il a fait une déclaration exprimant des regrets, mais même là, il s'est décrit comme submergé par la pression professionnelle. Il n'a jamais expliqué pourquoi la pression lui donnait le droit de porter la main sur moi. Nalin a fait l'objet de poursuites séparées pour avoir effacé la séquence et tenté d'influencer ma déclaration. Ses propres messages ont fourni les preuves les plus claires contre lui. Les applaudissements en eux-mêmes ne constituaient pas le chef d'accusation. C'est tout ce qu'il a fait par la suite qui a transformé sa cruauté en ingérence délibérée. Il n'a reconnu sa responsabilité devant le tribunal qu'après avoir rejeté la faute sur Grant, la société de sécurité, et enfin sur moi. Ces sanctions comprenaient une condamnation pénale et des restrictions professionnelles qui l'empêchaient de continuer comme si de rien n'était. Pearce & Whitmore Rénovation a fermé avant la conclusion de l'une ou l'autre des affaires. Sans ma maison de ville, l'entreprise ne pouvait pas obtenir le financement dont elle avait besoin. Les créanciers existants ont agi. Les projets se sont arrêtés. Les employés ont trouvé d'autres emplois. Le matériel a été vendu pour éponger une partie de la dette. L'entreprise n'a pas failli parce que j'avais signalé l'agression. Elle a failli parce que Grant et Nalin avaient déjà épuisé son argent. Nos économies et l'investissement de mes parents avant d'essayer de s'en prendre à mon logement. Hélène n'a jamais accepté cette distinction. Son dernier message dans le groupe de discussion familiale disait que j'avais choisi la punition plutôt que la famille. Je l'ai lu une fois, puis j'ai archivé la conversation et je l'ai rendue muette de façon permanente. Le divorce a pris des mois. Grant a d'abord revendiqué une part de la maison de ville. Mais l'historique de propriété et les dossiers financiers ont établi qu'il s'agissait d'un bien propre acquis avant le mariage. Ces virements non autorisés depuis notre compte d'épargne joint ont fait partie du règlement financier. Le tribunal a maintenu l'ordonnance de protection pendant que les affaires pénales et familiales se poursuivaient. Pendant longtemps, ma vie s'est résumée à des rendez-vous, des examens prénataux, des réunions juridiques, de la thérapie, des appels à la banque. Des formulaires me demandant de résumer tout un mariage dans des cases à peine assez grandes pour 2 phrases. June a continué à m'héberger sans traiter ma guérison comme une dette. Au fur et à mesure que ma grossesse avançait, elle m'a aidé à me préparer pour Nora sans prétendre que la certitude était garantie. Nous n'avons acheté que ce que je pouvais supporter émotionnellement, un siège auto, quelques couvertures, un petit lit bébé. Je n'ai pas eu de fête de naissance traditionnelle. Je ne pouvais pas m'asseoir dans une pièce remplie de proches en faisant semblant que la famille avait simplement eu un désaccord. Au lieu de cela, plusieurs collègues de la clinique pédiatrique ont laissé un carton devant la porte de June. À l'intérieur se trouvaient des couches, des livres et une carte signée de brefs messages qui ne demandaient rien en retour.
Cette générosité silencieuse m'a montré à quel point ma compréhension de la famille était devenue déformée. La bienveillance n'avait pas besoin d'être assortie de conditions. Robert m'a écrit 2 fois. Sa première lettre s'excusait sans demander de contact. La seconde disait qu'il avait commencé un suivi psychologique et apprenait pourquoi le silence n'avait jamais été neutre. J'ai gardé les 2 lettres mais n'y ai pas répondu. Des excuses pouvaient être sincères et arrivaient tout de même trop tard pour un accès immédiat. Hélène n'a envoyé aucune excuse. Nalin m'a envoyé des messages par l'intermédiaire de proches, me reprochant la fermeture de l'entreprise. Grant ne communiquait que par l'intermédiaire de ses avocats. L'absence faisait mal. Elle créait aussi de l'espace. Vers la fin de la grossesse, je suis retourné à la maison de ville avec un policier et June pour récupérer le reste de mes affaires. Les documents de prêt avaient disparu, conservés avec les pièces du dossier. La caméra faisait toujours face à l'escalier. Au bas de la dernière marche, sous un petit meuble, June a trouvé l'enveloppe de l'échographie. Un coin était déchiré et l'impression à l'intérieur avait été pliée pendant la chute. Je l'ai tenue avec précaution. Cette image avait été qualifiée de fausse. Elle avait été déposée à côté de moi, ignorée pendant que ma famille construisait son mensonge. Puis photographiée plus tard dans le cadre des preuves. Pourtant, elle était toujours à moi. Je l'ai placée dans une pochette rigide. Je ne voulais pas restaurer la maison de ville ni réclamer l'escalier. Conserver la propriété ne m'obligeait plus à y vivre. Une fois le divorce ayant confirmé mon droit de propriété, j'ai décidé de vendre. Grant avait traité la maison comme une garantie. Ma famille l'avait traitée comme une ressource que je leur devais. Je voulais que sa valeur devienne quelque chose que j'avais choisi. Nora est née presque à terme après une grossesse étroitement surveillée. June est restée avec moi pendant l'accouchement. Lorsque l'infirmière a posé ma fille contre ma poitrine, j'ai compté ses doigts avant de me permettre de pleurer. Elle était chaude, furieuse et profondément vivante. Pendant des mois, les gens avaient parlé d'elle comme d'une preuve. La preuve que je mentais, la preuve que Grant n'avait causé aucun mal. La preuve que j'étais égoïste de refuser le prêt. La tenir dans mes bras a balayé tout cela. Elle n'était pas une preuve. Elle était Nora. J'ai inscrit son nom à l'état civil comme étant Nora Pierce. Le tribunal aux affaires familiales m'a accordé la garde légale et physique exclusive. En raison de la condamnation de Grant et de l'ordonnance de protection. Il n'a obtenu aucun droit de visite non surveillée. Tout contact futur nécessiterait une supervision judiciaire, une évaluation professionnelle et le respect de toutes les restrictions déjà imposées. Il ne pouvait plus m'approcher en privé et exiger que j'accepte sa version des faits. 14 mois après la chute, les ordonnances définitives de divorce et de garde ont été rendues. J'ai utilisé une partie du produit de la vente de la maison de ville pour acheter une modeste maison. De plein pied dans un quartier calme. Il n'y avait pas d'escalier, pas de caméra de surveillance intérieure. Pas de pièce que quiconque puisse considérer comme une source de garantie d'urgence. Le jour du déménagement, June a placé une petite table près de la fenêtre de la cuisine. « Tu as besoin d'un endroit où les gens peuvent s'asseoir ?» a-t-elle dit. « Quels gens ? » « Ceux que tu choisiras. » C'était une réponse si simple. J'ai créé une boîte à souvenirs pour Nora et y ai placé l'enveloppe d'échographie réparée. J'y ai ajouté son bracelet de naissance et la première photographie prise après sa naissance. Je n'ai pas inclus les documents judiciaires. Ces dossiers prouvaient ce que Grant et ma famille avaient fait. L'échographie représentait quelque chose de différent. Une vérité qui restait réelle même lorsque tout le monde autour de moi la niait. Robert a continué à respecter la distance que j'avais demandée. Je n'ai pas promis de réconciliation. J'ai seulement laissé ouverte la possibilité qu'une responsabilité soutenue dans le temps puisse un jour devenir plus sûr que le silence. Hélène et Nalin sont restés en dehors de nos vies. La biologie ne leur donnait aucun droit sur Nora après qu'ils ont traité sa sécurité comme négociable. Un matin, June s'est assise en face de moi à la petite table de la cuisine pendant que Nora occupait sa chaise. Haute entre nous. La lumière du soleil traversait la fenêtre et s'étendait sur le sol.
Mon téléphone restait à proximité. Mais l'ancien groupe de discussion familiale était silencieux et archivé. Personne ne me demandait ma signature. Personne ne me demandait de revenir sur ce que je savais. Nora a tendu la main vers la table et June a fait glisser un livre en tissu doux à sa portée. Rien dans ce moment ne paraissait dramatique. C'est ce qui le rendait si précieux. J'avais cru autrefois que la paix signifiait garder tout le monde calme. J'avais cru que l'amour signifiait éponger les conséquences avant qu'elles n'atteignent ce qu'il est. Avait causé. Maintenant. Je comprenais que la paix n'était pas le silence imposé à la personne qui avait été blessée. C'était une porte fermée à clé. C'était une vie honnête. C'était ma fille qui grandissait sans apprendre que l'appartenance exigeait de se trahir soi-même. Pour la première fois, le calme autour de moi ne ressemblait pas à un abandon. Cela ressemblait à de la sécurité.